Jeudi 8 septembre 1785. Après avoir attendu nos chevaux pendant 2 heures, nous partions de Nantes à 9h30 pour nous rendre à Tours. Relayés premièrement à Mort, où nous eûmes un postillon très impertinent. Le pays, assez triste à partir de là, change peu à peu. On arrive à avoir des aperçus de la Loire. Et enfin, à une demi-heure de Houdon, de hauts rochers formant une muraille, bordent la route, de l'autre côté, la rivière. Descendus de notre chaise, nous fîmes une partie de chemin à pied, afin de jouir plus facilement du coup d'œil. En passant près d'une petite ville bâtie sur une hauteur, on nous montra tout à fait au sommet les ruines d'un château appartenant au prince de Conti. Ces ruines imposantes, la Loire dessinant dans ses détours de charmantes petites îles, les rives couvertes de vignes et de bouquets d'arbres, tout cela était ravissant. Plus nous avancions, plus nous apercevions de beaux vignobles. Les ceps ployaient sous le poids des grappes. Notre postillon, nous avions échangé le premier contre un autre fort poli, avisa quelques raisins superbes et descendant, sauta par-dessus un fossé, en cueillit et vint me les offrir. Ils étaient exquis. À 2h30, nous arrivions à Ancenis, hôtel de Bretagne. Neuf, propre, on y est bien servi. Ancenis est une ancienne petite ville bâtie sur une colline rocheuse, au bord de la Loire, assez resserrée dans cet endroit. Les habitants paraissent peu fortunés et la ville pauvre. Cependant, les alentours sont étonnamment riches et fertiles. Cette ville, autrefois fortifiée, n'a rien qui vaille la peine d'être vue. Il n'existe plus que quelques misérables vestiges d'un vieux château. Nous visitâmes l'église de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Elle est très simple. Dans une chapelle latérale, il y a un groupe de la Sainte Vierge supportant sur ses genoux le Christ mort, ceint de fleurs et de rubans. En revenant, nous sommes entrés à l'église Saint-Pierre, grande et très ornée de beaucoup de dorures, d'autels, de tableaux, de saints habillés. Heureusement pour lui, notre guide trouvait Ancenis un lieu suprême de délices. Il nous montra quelques reliques, entre autres un morceau de la vraie croix sous un verre de cristal au milieu d'un crucifix d'argent. On le renferme précieusement près de l'autel dans un renfoncement gardé par 3 portes, dont une grille en fer. Quelques-uns des vêtements sacerdotaux ont beaucoup de valeur. Nous revenions ensuite à notre hôtel, couché à 10h. Vendredi 9 septembre. Les lits étaient propres et j'ai bien dormi. Levés à 6h, nous n'attendîmes nos chevaux qu'1 heure. Après avoir payé un mémoire ridicule, nous partions pour Angers, changer de chevaux à Varades. À 1 lieue de là, arrivés à la barrière qui sépare la Bretagne de l'Anjou, 4 préposés aux douanes sortirent du bureau, s'assurer que nous ne faisions pas la contrebande. Mais ils furent peu difficiles et n'examinèrent que légèrement nos malles. Leur visite terminée, nous continuâmes jusqu'à Champtocé. Partout, une contrée riche et bien cultivée. La Loire s'élargit majestueusement et arrose des coteaux couverts de vignes bordés de jolies habitations et couronnés de châteaux. Relayés à Roche-au-Breuil. Là, nous eûmes une grande discussion avec le maître de poste, lequel exigeait que nous prissions 4 chevaux. Enfin, on s'arrangea, et M. Cradock partit en avant à pied. Nous ne l'avions pas encore atteint lorsque le postillon s'arrêta court, descendit et nous laissa planter sur la route, tandis qu'il allait cueillir tranquillement des raisins. Je lui adressai des observations, auxquelles il répondit fort malhonnêtement. Lorsqu'enfin nous eûmes rattrapé M. Cradock, celui-ci lui admonesta une verte réprimande, à laquelle d'ailleurs le faquin parut peu sensible. À notre dernier relais avant Angers, le maître de poste et le postillon nous dédommagèrent de nos ennuis par leur politesse. Vers 4h, nous descendions à Angers au Cheval Blanc. Hôtel propre, raisonnable et bien de toute façon. Après avoir dîné, nous allions à la cathédrale, grande, belle, ancienne église, très riche à l'intérieur, mais sans ornements criards et sans statues de saints peintes ou habillés.
Dans l'aile de gauche est le curieux monument du roi René. Aucune inscription n'y fait mention de Marguerite d'Anjou, dont le corps y fut transporté plus tard. Sortis de l'église, on nous mena dans les cloîtres. Sur l'autel d'une petite chapelle dédiée à la Vierge, nous vîmes sa statue habillée de blanc et or. Un voile de dentelle l'enveloppait et des pierreries, des perles et des fleurs l'ornaient tout entière. Continuant notre tournée, nous gagnâmes le Mail, belle promenade au dehors de la ville, se partageant en 5 allées d'ormeaux superbes qui se rejoignent en formant berceau. À 7 heures, nous étions à l'hôtel. Samedi 10 septembre. Après déjeuner, visiter l'église des Jacobins, ancienne et vaste, un peu assombrie par des vitraux de couleur. Elle renferme quelques vieux monuments, mais aussi des statues habillées d'oripeaux clinquants. Passant par la cathédrale où nous assistâmes à la grand-messe, nous allions au marché, nous achetions du fruit, puis à l'hôtel de ville, ancien monument fort curieux. On nous fit traverser d'abord une grande salle fort détériorée qui mène à la salle du conseil et au mur de laquelle sont suspendus 2 beaux portraits du roi Louis XV et de la reine Marie Lesinska et un autre plus moderne de Monsieur, frère du roi. De là, on nous conduisait au palais royal, ou palais de justice, aussi très ancien. Nous y pénétrâmes par un double escalier dans une sorte de vestibule garni d'échoppes de chaque côté. À un bout se trouvent les salles où se jugent les criminels, à l'autre, les appartements réservés aux magistrats. Nous fûmes ensuite à Saint-Pierre, ancienne église décorée sans goût. Dans le chœur, nous remarquâmes 2 statues en cuivre de Saint-Pierre et de Saint-Paul. On nous fit descendre dans une crypte où est enterré, dit-on, le bon roi René. J'y vis quelques bouteilles et en demandai l'explication. Notre guide nous répondit en riant que c'était là que monsieur le curé conservait ses vins fins, ce lieu étant favorable, paraît-il, à cet usage. Nous nous rendîmes après à l'église Saint-Aubin, vieille et belle. Les sculptures du grand autel sont d'un fini délicat. Elles représentent notre Seigneur descendu de la croix. Les figures de grandeur naturelle sont admirablement travaillées. À 2 heures, revenus à l'hôtel. À 4 heures, tout en nous signalant au passage 4 couvents, nous nous arrêtâmes à un nouveau manège. Plusieurs Anglais y ont appris à monter à cheval et tous ont fait peindre sur des papiers vélins encadrés et suspendus autour du manège leurs armes en dessous desquelles sont inscrits leurs noms. De là, nous partions voir le château, immense et solide, construction située au sommet d'un rocher. Maintenant en ruine, il n'en subsiste plus que les murs et les tours inhabitables. De la promenade, au pied du château, on domine la ville et, au loin, des champs et de belles prairies fertilisées par la Maine. À 9h30, nous soupions pour nous reposer ensuite. Dimanche 11 septembre. À 8h du matin, nous quittions Angers pour Saumur. Le pays, admirablement cultivé, est d'un rapport extraordinaire. Il produit du blé, des vignes, du chanvre, de superbes fourrages, et nulle part je ne vis autant de poiriers, de pommiers, de noyers, ployant littéralement sous le poids de leurs fruits. On suit le cours de la Loire, et j'aurais joui avec plaisir de ces sites enchanteurs, n'eût été la peur que j'éprouvais tout du long de cette route élevée, baignée d'un côté par la rivière et bordée de l'autre par un précipice, sans le moindre obstacle ou le moindre garde-fou contre les dangers que nous courions. J'avais beau me raisonner et me dire que des centaines de gens avaient accompli ce trajet avant nous, sans qu'il leur fût rien arrivé, je ne pouvais surmonter ma frayeur. À la seconde poste, nous faillîmes être victimes d'un terrible accident. En passant près d'un chariot chargé de foin, un de nos chevaux prit peur. Le postillon eut toutes les peines du monde à l'empêcher de sauter par-dessus la levée, d'où il eût infailliblement entraîné notre chaise. La dernière poste fut moins hasardeuse, et bientôt, en perspective, nous distinguâmes Saumur, petite ville arrosée par la Loire, dont les rives sont reliées par un nouveau pont de 15 arches. Le côté du quai est adossé à des rochers et s'étend pendant une demi-lieue au bord de la rivière. Sur la hauteur, on aperçoit le vieux château ne servant plus que de prison d'État.
nous nous installâmes à l'hôtel de la Corne d'Or, dans la rue Royale, nouvellement construite, et faisant suite au Pont-Neuf. Après dîner, nous traversâmes le pont, d'où la vue est délicieuse. De là, tournant à droite sur le quai, nous vîmes quantité de constructions commencées. Un palais marchand, un hôtel de ville, un théâtre et une boucherie. Nous allâmes ensuite voir l'école militaire, attenant à la ville et entourée d'un grand parc plat planté d'arbres. Une longue rangée d'écuries divisées en stalles fait face au manège. Un peu plus loin, l'école proprement dite, comprenant au centre les logements des officiers, autour les casernes des soldats. Cet établissement moderne, il date de 1763, est grand, commode, même élégant et a l'aspect d'une demeure seigneuriale. Nous regagnâmes l'hôtel en passant par le parc. Lundi 12 septembre. Levé à 7 heures. Était bientôt après, à un quart de lieue d'ici, à Saint-Florent, où nous traversâmes le Touet en bac pour nous arrêter au pied des rochers à une fabrique de salpêtre alimentée par ce joli petit cours d'eau. Le maître de la fabrique, fort aimable, nous offrit du fruit et nous conduisit partout. Les hommes travaillent dans des grottes creusées dans le roc. Le salpêtre provient d'une sorte de craie d'un goût salé extrait des carrières. Cette craie, réduite d'abord en poudre très fine, est mise dans des baquets qu'on recouvre d'eau froide. L'eau s'écoule doucement par des trous et tombe dans un réservoir en dessous. Ce réservoir contient des cendres qui font fermenter le liquide et enlèvent les parties graisseuses de l'infusion produite par la craie. Du réservoir, on passe le liquide dans un grand fût. Il y reste jusqu'à ce qu'il soit parfaitement limpide. Puis, on le verse dans des chaudières de cuivre où il bout à petit feu pendant 5 jours et 5 nuits, quand alors il commence à se cristalliser. Pour terminer, on le met dans un réfrigérant qu'on penche légèrement afin de débarrasser du restant du liquide, le salpêtre versé ensuite dans des coupes de bois qu'on enfourne dans des étuves tièdes. Notre guide complaisant nous conduisit à un nouveau couvent bâti par les bénédictins près de l'ancien destiné à être démoli. Placé sur les bords du Touet, ondulant au loin dans de belles prairies, on a, des fenêtres de la façade, un coup d'œil magnifique de la ville et du vieux château. Construit en pierre blanche, ornée de sculptures, ce couvent sera trop vaste pour les 6 moines qui l'habiteront. L'église qui en dépend sera consacrée. Dans la nef se voit une très ancienne et bizarre sculpture. Un côté représente le ciel au-dessus du purgatoire, l'autre côté représente l'enfer. Le ciel est vide, le purgatoire rempli de pécheurs subissant différentes peines. Dans l'enfer, enfin, sont entassés des milliers de damnés torturés par les démons. Après avoir remercié notre conducteur, nous retournions à l'hôtel et à 4 heures, nous allions à Notre-Dame des Ardélières, datant du règne de Louis XIV. On y entre sous un porche en dôme et de forme octogone. Le chœur ainsi que le grand autel sont surchargés de dorures et d'ornements peints en imitation de marbre. Au milieu de l'autel, la statue de la Vierge avec l'enfant Jésus peinte et habillée. Aux vêtements sont suspendus des ex-voto, des chapelets, des cœurs d'argent. Nous sortîmes par une porte donnant au pied d'un roc disparaissant du haut en bas sous les fougères et contre lequel est adossée l'église. Au sommet, on va visiter la petite grotte de la Madeleine. Nous y accédâmes par un chemin tournant, arrêté à chaque pas par les paysages variés que nous découvrions. Le château, la ville, la Loire, le nouveau pont, tous les alentours. Enfin, nous atteignîmes la grotte. Faisant face à l'entrée, sur un autel, un groupe de statues de grandeur naturelle représente le crucifiement. À droite, sur un banc recouvert de mousse et orné de coquillages, est assise la Madeleine en bois peint. Ses yeux ont une expression de béatitude. De dessous, un vêtement de calicot à fleurs qui la recouvre passe sa main tenant un crucifix à côté duquel est posée une tête de mort. Près du banc, plusieurs saints l'entourent. Redescendus de cette grotte, nous retraversâmes l'église pour arriver à la place Saint-Pierre.
Sur notre chemin, nous vîmes quantité de petites boutiques d'articles religieux. On nous poursuivit pour nous en faire acheter. Enfin, une femme nous montra une boîte renfermant, nous dit-elle, un chapelet à la dernière mode. Fait en perles de verre ornées de dorures, on y avait ajouté des petits ballons incrustés de morceaux de miroir où était suspendu un crucifix. Ne sachant à quoi servaient les chapelets, j'en demandai l'usage à la bonne femme, qui me regarda avec surprise et m'expliqua qu'on les portait au bras pour réciter pendant les messes autant d'Ave Maria qu'il y a de grains. Satisfaits de cette explication, nous continuâmes nos investigations par l'église Saint-Pierre, vieille et très grande. Nous y trouvâmes quelques bonnes sculptures, un beau tableau au-dessus du maître-autel, de riches lampes d'argent, mais aussi beaucoup de statues de saints, coloriées ou en cire, des ex-voto. Au fond du chœur se trouve une statue colossale de saint Chrysostome. Afin de lui donner plus de vie, on lui ajoutait une longue barbe et des favoris noirs. On dirait un géant à effrayer les enfants. Revenus à l'hôtel, nous soupions et allions ensuite nous reposer de nos fatigues. Mardi 13 septembre. Après déjeuner, sortis voir un pont en construction. 3 arches sont déjà terminées, et si le reste du travail répond à celui commencé, il sera digne de la réputation méritée des ponts de France. De là, la vue embrasse, du côté de Saint-Florent, de magnifiques prairies arrosées par le Thouet aux courbes sinueuses. En revenant, nous entrâmes à l'église du couvent des Récollets, mais nous n'y vîmes rien de particulier à noter. Après dîner, je visitai une verrerie où se fabriquent surtout des jouets. Dans une salle creusée dans le roc, 3 ouvriers assis à une table avaient devant chacun d'eux un petit vase rempli d'huile alimentant une lampe au bout de laquelle est fixé un chalumeau. On présente à la flamme des bâtons en verre de couleur. En les fondant, l'ouvrier les convertit en menus objets pour lesquels il emploie quelquefois, selon sa fantaisie, des verres de plusieurs couleurs. Il manie ce verre fondu avec une adresse surprenante. On détruit, paraît-il, la transparence du verre au moyen d'os calcinés. Je partis, après avoir acheté pour une somme minime quelques petits objets fondus et travaillés devant moi. À 5 heures, je fus au théâtre. Mais quelle salle! Une vieille grange en planches, éclairée par 3 chandelles de suif, dans des chandeliers de cuivre si sales et si poussiéreux qu'on les eût dit en fer. Sur la scène, des lampions puant la graisse. Dans un endroit réservé qu'on nomme l'orchestre, un malheureux musicien jouant d'un violon à 3 cordes. Une pièce mauvaise, et tous les acteurs, excepté un seul, encore plus mauvais. Une seule chose m'étonnait, c'est que les araignées ne fussent pas de la partie. Pour me remettre de cette triste représentation, je fis un tour sur le pont avant de rentrer. Mercredi 14 septembre. À 8 heures, nous quittions cette jolie ville de Saumur, plus propre que beaucoup d'autres que nous avions visitées. Au coin de principales rues sont affichées des ordonnances de police concernant l'entretien et la propreté des rues et en même temps les peines encourues en y contrevenant. Des officiers de justice doivent veiller à l'observation des règlements. D'après le nombre des travaux commencés, la ville semble destinée à s'agrandir considérablement. Pas tout à fait aussi élevée, la route continue comme celle que nous avions précédemment parcourue, mais elle est préservée dans différents endroits par des barrières. Aussi, je pus, à mon aise, regarder le charmant pays que nous traversions. Vers 2 heures, nous arrivions à Langeais, où nous dînions à l'Écu de France, auberge assez supportable. M. Cradock se trouvant souffrant, nous nous déterminâmes à nous y arrêter la nuit. Dans la soirée, nous fîmes un tour hors de la ville, situé sur un coteau, au pied duquel coule la Loire. On voit encore quelques ruines d'un très ancien château et les restes d'un autre plus moderne servant de prison. Toujours une campagne fertile, des sites gracieux et des vues de la rivière. Nous soupions à 8 heures et allions nous coucher à 10h30. Les chambres d'une humidité extrême, les lits absolument mouillés.
Néanmoins, n'y ayant pas d'insectes, je dormis bien et n'attrapais aucun mal. Jeudi 15 septembre. À 7 heures, j'étais levé. Monsieur Cradock, se ressentant encore de son indisposition de la veille, ne se leva qu'à 9 heures. Après son déjeuner, se trouvant mieux, il commanda les chevaux. Mais il nous fallut les attendre jusqu'à 10h30. Nous partîmes enfin pour Tours, longeant toujours des rocs creusés, servant d'habitation, et des coteaux couverts à perte de vue de vignes surchargées de superbes grappes. À gauche, d'énormes prairies où paissent des troupeaux de bœufs, de vaches, de moutons. Pendant 2 milles, nous continuâmes à suivre cette route aplanie, lorsque de nouveau elle devint élevée et très dangereuse, si bien que pendant toute la durée d'un relais, ayant un postillon obstiné qui ne voulait rien écouter, je crus plus d'une fois qu'il en était fait de nous. Cependant, nous atteignîmes Tours sans accident. Rien n'égale le coup d'œil du pont à l'entrée de la ville. Il traverse la Loire et conduit en droite ligne à la nouvelle rue que l'on vient d'achever et qui se prolonge en avenue, même au-delà dans la campagne. Nous descendions à 2 heures au Faisan, hôtel dont l'intérieur est loin de répondre à l'extérieur. Chambre petite, nourriture peu soignée, tout très inconfortable et très cher. Après un dîner médiocre, nous allions voir la cathédrale. Quoique dégradée, elle est d'une richesse et d'un fini incomparables. Au-dessus de chacune des entrées de côté, il y a de magnifiques rosaces, entourées d'un travail si délicat qu'on dirait une dentelle de pierre. Dans un des bas-côtés se trouve une horloge dans le genre de celle de Lyon. Seulement, Dieu le Père n'y est pas représenté. Elle marche mais ne sonne plus. À côté, sur un autel, un calvaire en bois peint, grandeur nature. La croix était presque cachée sous un nombre infini d'ex-voto que notre guide nous dit être à vendre pour 8 sous pièce. Il nous offrit une jambe et un bras en cire placés au pied de la croix. Mais nous refusâmes, ne comprenant pas la vertu attachée à ces emblèmes. Monsieur Cradock monta jusque dans le clocher voir la vue, une des plus belles de France. Je n'osais affronter cette ascension et continuer à visiter l'église. Aussi notre guide fit-il une nouvelle tentative en me sollicitant de donner de l'argent pour payer des messes afin que nous fissions bon voyage, proposition que je repoussais comme la première. L'archevêché, magnifique construction moderne, est près de la cathédrale. L'arcade en pierre sculptée, surmontant la grille d'entrée, est remarquable, et ce bâtiment, vu du bout de la rue qu'il termine, est très beau. Dans la bibliothèque, il existe 2 manuscrits fort curieux. L'un, le Pentateuque, écrit entièrement en petites lettres majuscules, l'autre, les 4 évangiles, transcrits en lettres saxonnes. De là, nous sortîmes de la ville et allâmes sur le Mail, promenade formée de 3 allées d'1 mille de longueur, ombragées par 4 rangées de grands ormeaux. Cette promenade était, paraît-il, autrefois si bien entretenue qu'il n'était pas permis d'y passer après la pluie. Depuis qu'on a tracé de nouvelles avenues, il n'en est certes plus de même, car j'ai même vu paître des vaches sur l'herbe au bord du Mail. Ces avenues sont entourées de chaque côté d'immenses jardins fruitiers où croissent en abondance les poires, les pommes, le raisin, les pêches. À 10 heures, je me mettais au lit, mais je n'y étais pas seul. Les punaises me furent une société importune. Vendredi 16 septembre. Levé à 7 heures, cette mauvaise nuit nous décida à quitter Tours le lendemain. À 11 heures, nous allions à l'église Saint-Martin, la plus célèbre de cette ville. Derrière le grand autel se trouve le tombeau du saint où, nous dit-on, se célèbrent chaque jour 30 messes. Cette église, très ancienne et d'une étendue immense, divisée en 5 ailes, est d'un style particulier, sans sculpture à l'extérieur. Elle est assombrie par des vitraux peints, dont quelques-uns sont d'une grande richesse de couleurs. De l'entrée, la vue embrasse d'un seul coup la longue nef et les tribunes du fond composées de 3 cintres formées d'élégantes et légères colonnettes, reliées entre elles et soutenues par de magnifiques piliers. Dans chaque cintre, une rangée de petits vitraux.
Rien n'est à la fois plus gracieux et plus imposant, quoique les détails en soient un peu interceptés par une clôture, le chœur et le reste de la nef. Autrefois, toutes les grilles autour de l'autel étaient en argent massif. Maintenant, elles sont en cuivre et fer forgé. On nous montra, dans la sacristie, les vêtements des grandes fêtes. Ils sont d'une richesse et d'un travail inouïs. Ceux en velours brodé d'or de différentes nuances dépassent tout ce que nous avons vu dans ce genre. Le dais du Saint-Sacrement pour la fête Dieu est en velours cramoisi brodé d'or. C'est le plus riche de France. Nous admirâmes un ostensoir donné cette année à l'église. Il est en argent, les rayons en or, au milieu, un cristal prodigieux. Le travail en est exquis et a dû être exécuté par un artiste de talent. En sortant, nous remarquâmes derrière un pilier, dans un coin peu apparent, une statue de la Vierge avec l'enfant Jésus, revêtue d'habillements et d'ornements plus qu'ordinaires. Nous en fîmes l'observation à notre guide, qui nous répondit que c'était la Vierge du peuple. Revenus à l'hôtel à 2 heures, après un dîner aussi détestable que celui de la veille, nous nous dirigeâmes vers les quais plantés de 2 rangées d'arbres. De là, on voit la Loire se dérouler au loin, arrosant un pays idéal et formant des îles charmantes. Avant de reprendre le Mail, nous nous arrêtâmes à une église dépendant d'un couvent de religieuses. Petite, soignée et simple, nous n'y remarquâmes qu'un autel orné de fleurs, sans doute l'ouvrage des bonnes sœurs. À 6 heures, je rentrai. M. Cradock se promena jusqu'à 10 heures. Revenus pour souper, nous ne pûmes obtenir que les restes d'une carpe, laissée sans doute par d'autres voyageurs, auxquels l'odeur avait suffi. Nous préférâmes nous contenter d'un morceau de pain.